Allez, bonjour à tous, c'est Amaury. Cela fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo, alors c'est l'occasion de discuter un peu. Pendant mon absence sur YouTube, certains d'entre vous ont peut-être vu ma dernière vidéo, dans laquelle je filme une scène de chasse. Il s'agissait de Fedol qui prédatait un asticot. Mais le titre mentionnait des fédoles boliviennes. Parce que oui, je suis parti 4 mois en Amérique du Sud et surtout en Bolivie. Pour moi, c'était une découverte totale, un monde différent et très captivant. Alors je vais partager avec vous quelques images, histoire d'illustrer mes propos. J'ai eu la chance de pouvoir vivre entre La Paz, la capitale administrative du pays, et un petit village, Irupana, perdu dans la jungle montagneuse. Le contraste entre les deux est immense. La Paz est la capitale la plus haute du monde, avec une altitude entre 3500 et 4000 mètres. Dominée par l'Illimani, un mont dont le sommet est à plus de 6800 mètres. La ville possède un réseau complexe et assez unique de téléphériques pour se déplacer entre différents quartiers. Il faut savoir que c'est le réseau téléphérique urbain le plus long du monde et le plus fréquenté, mais aussi le plus élevé en altitude. Irupana, Ontario, est un petit village isolé. Il faut entre 4 et 5 heures pour effectuer 150 km si tout se passe bien. Une grosse partie ressemble à ça. Mais le trajet en vaut le coup, car tous les matins on peut profiter d'une telle vue. Enfin, le matin, ça ressemble plus à ça. Sinon, au niveau faune et flore, j'ai rencontré les colibris. C'est un oiseau très surprenant. Beaucoup de fleurs. Et des invertébrés forcément. Papillons, chenilles, guêpes, sauterelles. Je pense d'ailleurs avoir vu la plus grosse sauterelle de ma vie là-bas. Et des araignées, évidemment. Bien sûr, il y avait des fourmis, de tous les genres. Fédoles, comme dans ma vidéo, mais aussi des fourmis coupe-feuilles, des Ondotomachus, ces fourmis aux mandibules démesurées, et des Camponotus en vois-tu en voilà. Sur ce, on en vient au sujet du jour. Qu'est devenue ma colonie pendant ce temps-là ? Eh ben, c'est très simple. Je les ai installées dans un nouveau nid et mon frère s'occupait d'elles. Le nid créé devait être pratique et avec un minimum de contraintes. Alors je les ai installées dans un aquarium aménagé pour elles. À ce moment, j'avais aucune idée si ma reine était vivante ou non. Alors je pensais plus que ce nid allait devenir leur dernier sanctuaire. Mais à mon retour en France, j'ai découvert une colonie en pleine forme. J'ai donc décidé de leur créer un nouveau nid, un nid 2.0. Mon plan était de revenir à une installation plus classique, dans laquelle je peux observer les fourmis de partout. Et j'ai aussi décidé de l'imprimer en 3D. Pour commencer, j'ai dessiné le nid en CAO. Je suis parti des dimensions de la plaque de verre que je souhaitais utiliser. De là, je devais diviser la taille totale du nid pour pouvoir l'imprimer, car mon imprimante est limitée à un volume d'impression de 200 par 200 mm. J'ai donc décidé de diviser le nid en 5 pièces principales. Les 4 coins qui seront les différentes chambres, et une croix centrale qui servira de liaison entre les blocs. Cependant, cette croix est ensuite redivisée en 5 pour être imprimée. Une seule entrée est prévue pour le nid, mais une deuxième est présente au cas où. Mais elle s'est avérée très vite utile. Enfin, chaque chose en son temps. Puis, il a fallu imprimer, et ça a été très long. Quand je dis très long, c'est très long. Sans compter les loupés, etc. Mais à la fin, j'avais toutes mes pièces prêtes. J'ai donc assemblé et collé l'ensemble pour obtenir le nid. J'ai ensuite imprimé quelques autres pièces pour compléter l'installation, comme des T ou L pour connecter les parties entre elles. Et à la fin, j'ai obtenu ce résultat. La nouvelle installation est composée d'une aire de chasse très classique. Elle est reliée à ce premier T qui est connecté à un dôme et au reste du nid.
On arrive ensuite à un autre T qui mène à une sortie pour de futures connexions et à ce que j'appelle le bar à fourmis. Je l'ai réalisé il y a longtemps maintenant, malheureusement c'est une vidéo qui n'est jamais sortie. Enfin, après le bar, on arrive au nid. Et là, laissez-moi vous faire le tour du propriétaire. Sur la gauche, en entrant, le bloc 1 est uniquement connecté au niveau de l'entrée. Toutes les chambres sont donc isolées. Sur la droite, il y a une grande chambre. Je l'ai pensé comme grenier pour les messeurs qui sont granivores et qui stockent des graines. Ensuite, le reste des chambres forme une boucle qui gravite autour de la chambre principale, qui est également la zone humide du nid. Ce nid reste quand même très sec, du coup le bar à fourmis est très utile. Le nid est chauffé par un tapis et l'air de chasse par une lampe. En parallèle, j'ai fait sortir les fourmis de leur installation qui n'était plus appropriée et qu'elles avaient partiellement détruite. Je les ai fait déménager dans une installation minimaliste pour évaluer leur nombre et surtout savoir si oui ou non ma reine était encore vivante. Et la bonne nouvelle est qu'en les forçant à déménager, j'ai extrait une bonne partie de la colonie en une fois, car elles étaient dans une poche de terre qui accueillait une plante. Et à ce moment-là, j'ai pu la voir. La reine, je l'ai immédiatement reconnue à son comportement et au comportement des ouvrières autour d'elle. Donc, c'était confirmé, je n'étais pas en train de perdre mon temps. Enfin bref, maintenant peut-être que vous avez deviné sur quoi cette vidéo portera. C'est sur l'installation des fourmis dans ce nid 2.0. Et tout ne s'est pas passé comme prévu, je vous le dis d'avance. Je profite de cette petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que vous pouvez laisser un pouce et un commentaire, c'est toujours bien. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour installer les fourmis dans le nid, j'ai choisi la méthode douce, c'est-à-dire de déposer la bouteille et la boîte qui formait le nid temporaire dans l'aire de chasse, avant de les ouvrir pour laisser les fourmis explorer et découvrir leur nouvel environnement avec un peu moins de stress. Quand j'ai ouvert les deux tuyaux, les fourmis se sont immédiatement ruées vers les sorties. Ensuite, j'ai vidé les fourmis de l'aire de chasse dans la nouvelle, et là, c'était un peu moins doux. La première ouvrière n'a pas mis longtemps à découvrir l'entrée du nid. Cependant, elle n'était pas aussi enthousiaste que je l'imaginais. Elles ont commencé par se regrouper dans différents endroits de l'aire de chasse, mais surtout autour de leurs pierres. Les ouvrières n'avaient pas trop envie d'explorer, comme si quelque chose d'invisible les bloquait. J'ai réfléchi, et là où les fourmis sont meilleures que nous pour capter quelque chose d'invisible, c'est pour les odeurs. Je me suis dit que, comme j'utilise des tubes dans lesquels les fourmis avaient déjà circulé, peut-être qu'ils portaient encore l'odeur et l'information d'une direction qui était une contradiction pour les fourmis d'aller dans ce sens. Je ne sais pas si c'est clair. Mais pour résumer, si un tuyau porte l'odeur qui signale que le nid est dans cette direction, mais que le nid est dans l'autre direction, les fourmis sont un peu perdues, comme nous le serions. J'ai donc changé le premier tuyau par un qui comporte l'odeur de la bonne direction. Mais j'ai remarqué autre chose après un peu plus de temps. Les fourmis avaient quand même progressé dans l'installation. Et c'est ce comportement qui m'a réellement mené sur la bonne piste. Les fourmis sentaient et faisaient immédiatement demi-tour devant le tuyau relié directement au nid. Je le change avec la bonne odeur et direction, et à ce moment-là, je sens ce que les fourmis sentent depuis le début. Malgré mon attente, le silicone utilisé pour coller le nid sent encore très fort. Du coup, j'ai compris que l'odeur dérange les fourmis au point de les bloquer. Je teste en inspirant un peu l'air par la deuxième sortie jusqu'à que l'odeur soit atténuée. Et là, les fourmis ont immédiatement commencé à explorer le nid. Le seul problème est que l'odeur revient petit à petit. Il me faut alors une solution plus efficace que mes poumons pour créer une ventilation. Je décide immédiatement d'imprimer une pièce qui me servira à aspirer l'air à l'intérieur du nid. Une fois l'impression terminée, je la connecte au nid et sens l'air sortant. Il sent le silicone. Mais cela fonctionne. Le flux d'air est assuré
Les fourmis commencent vraiment à explorer le nid et la colonie se déplace dans l'installation sans problème. Le bar à fourmis commence à bien se remplir. À ce moment, je n'ai pas revu la reine depuis les avoir sortis de leur ancien nid. Je me suis douté qu'elle était dans ce L. À partir d'ici, j'ai laissé faire. Pour ne pas louper la reine, j'ai installé une caméra qui filme un passage où elle est obligée de passer pour rejoindre le nid, ainsi que mon endoscope dans la sortie avant le bar. Puis elle est arrivée, la reine. Comme prévu, j'ai réussi à la voir sur les deux points de vue. La première fois ici, mais elle a fait immédiatement demi-tour. Je pense que la lumière de l'endoscope l'a repoussée. Mais elle revient un peu après, et ce coup-ci se lance. Je ne sais pas si c'est voulu ou non, mais pile à ce moment-là, de massifs soldats se sont mis devant l'endoscope. Alors il faut avoir l'œil. Je vais ralentir un peu et vous aider à la voir. Pas évident, je suis d'accord. J'ai pu la filmer longuement quand elle était dans le bar à fourmis. Ça m'a fait très plaisir de la voir en pleine forme et toujours vivante. Comme ça fait maintenant plus ou moins 8 ans que je m'occupe de cette colonie, avec des hauts et des bas, forcément quand on retrouve la fourmi qui est à l'origine de tout ça, eh ben on est content. Car depuis le jour où elle est entrée dans le terrarium, je ne l'avais jamais vraiment revue. Elle est restée longtemps dans le bar. Elle avait l'air un peu perdue à vrai dire. Mais on peut observer un autre comportement lié à la communication chez les fourmis. En effet, si on prête attention, on peut voir les fourmis vibrer sur elles-mêmes frénétiquement. C'est pour attirer l'attention de la reine, pour lui indiquer le chemin à suivre. Malheureusement, la reine n'était pas très décidée à traverser le tuyau jusqu'au nid. On peut même voir des ouvrières essayer de la tirer de force à l'intérieur, comme ce major ici. Pour ne pas prendre le risque que la reine soit blessée dans la cohue, j'ai arrêté de filmer et attendu un peu. Il restait beaucoup de fourmis dans l'aire de chasse. J'ai enlevé la boîte, la bouteille et la pierre. Comme ça, elle n'avait plus de cachette. Enfin, elle y était. Je ne sais pas quel moyen l'a conduit ici, elle-même ou les autres, mais elle était arrivée dans le nid. C'est l'élément qui a déclenché la migration du reste de la colonie à l'intérieur. J'ai laissé la reine découvrir son nouveau château et ses ouvrières en parcourir tous les recoins. Le lendemain, la colonie avait totalement pris le contrôle de ce nouveau territoire. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo.